Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un auteur originaire de la Sarthe, passionné par l'histoire. Thierry Dubuisson, bonjour. Bonjour. Vous venez donc de sortir le 2e tome d'une trilogie qui est consacrée à l'histoire locale de Saint-Côme en Véret, de la fin du XVIIIe siècle, en somme entre l'Empire et la Belle Époque, on va résumer. Vous pouvez vous présenter ? Parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Merci. Donc, moi, je suis originaire du milieu agricole, alors petit-fils d'agriculteur, comme beaucoup de Sartois. Et puis, très tôt, j'ai été intéressé pour travailler avec les vaches laitières en agriculture. Donc, j'ai été ouvrier agricole, je me suis formé. Et puis, voilà, donc j'ai travaillé dans différents coins de la Sarthe. Et puis ensuite, quelques temps plus tard, je me suis expatrié, toujours pour l'agriculture, mais vers le sud de la France. Mais voilà, mon pays natal, c'est Saint-Côme en Véret. Et je suis né à La Ferté-Bernard aussi en même temps, mais on est vraiment toute ma famille issue du Véret. Donc, vous allez nous présenter votre livre qui s'appelle donc Ceux du Vivier, publié aux éditions de l'Étrave et qui fait donc suite au premier tome qui s'appelle Un gentilhomme du Véret, publié en 2023. C'est bien ça ? C'est bien ça. Comment expliquez-vous votre attrait pour ce domaine atypique du vivier ? L'attrait s'est fait naturellement grâce à mon père. Il nous en parlait puisqu'il est né dans cette ferme et il nous faisait passer pas mal de messages de valeur à travers ces moments qu'il a eus au niveau du vivier, où il a, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est né, il a eu des parents aimants, des parents qui étaient aussi attachés à ce que leurs enfants s'intéressent non seulement au métier de paysan, mais aussi s'intéressent au théâtre, s'intéressent à la musique, s'intéressent aussi aux relations sociales avec les voisins. Et donc tout ça fait que finalement, ça l'a encouragé à prendre des notes. Très tôt, il a pris des notes. Quand il rencontrait la famille, quand il rencontrait sa grand-mère, il prenait des notes sur le coin. Et puis, comme le disait un voisin, il avait un intérêt aussi pour la lecture très jeune, puisque les champs de cette ferme, qui s'appelle Le Vivier, se situaient sur la route de Mortagne au Mans, entre Bellem et Saint-Côme. Et donc, il y avait des champs en bordure de la grande route, la route nationale. Et il travaillait à s'occuper des chevaux qu'il labourait. Il les suivait, mais comme il disait, comme la parcelle était grande, il suivait les chevaux tout en lisant. Ce qui était assez original pour un jeune agriculteur de l'époque. C'est vrai. Mais alors, le domaine du vivier a une très très longue histoire. Est-ce que, brièvement, vous pouvez nous rappeler un petit peu, ça commence en fait à De Tachère, l'ancien propriétaire Alexandre de Tachère, qui a une longue histoire aussi. Voilà, Charles-François de Tachère, qui est le premier propriétaire, effectivement, a construit ce lieu-là en 1784. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve pas mal d'éléments. C'est tout simplement le frère d'un de Tachère qui possédait le château de Pouvray. Alors je précise le premier château de Pouvray puisqu'il y en a deux. Et donc cette famille qui est issue de la petite noblesse rurale avait quand même des attaches importantes puisqu'elle avait en charge des responsabilités au niveau juridique, au niveau des tribunaux, mais en même temps, cette famille aussi, très vite, comme elle était lointaine cousine de Napoléon, par alliance, ils ont eu des responsabilités quand celui-ci est venu au pouvoir. Voilà. Donc, un château à la base qui a été construit parce que c'était un capitaine de dragon, chevalier, Charles-François de Tachère. Et ensuite, ce château-là a perduré jusqu'en 1870, date à laquelle, pour des raisons de mauvais entretien, moi je dirais, va tomber un peu en ruine et va être rasé par sa dernière héritière et qui n'y voyait plus forcément d'intérêt, étant assez loin du vivier. Et donc, ça va devenir ensuite une ferme à la fin du 19e. Alors, comment est-ce que c'était géré le fermage, en fait ? Parce qu'il y a eu plusieurs propriétaires, mais les propriétaires, ils n'étaient pas forcément sur les fermes pour entretenir. Comment se faisait la succession ? Alors, le fermage, finalement, s'est fait à la fin du 19e, suite au château, puisque le fermage, avant, c'était... il se faisait devant notaire, mais c'était différent dans le sens que, à partir du moment où le château a été rasé, que ça a été reconstruit sous forme de ferme et que le nouveau propriétaire a eu des problèmes de santé assez rapidement,
Il l'a mis en location et ensuite, tous les gens qui ont été propriétaires jusqu'il y a quelques années ont mis les terres en fermage, n'habitaient plus le lieu. Voilà, donc les fermages, c'était des fermages de 9 ans, 3, 6, 9 ans. Et puis, donc, les fermiers venaient habiter ce lieu avec une petite ferme. Il y avait une vingtaine d'hectares dans les 1950, 1960. Voilà. Et l'intérêt aussi de ce lieu-là, c'est que si vous voulez, si le château était rasé, on a gardé les grands bâtiments agricoles qui sont assez particuliers et qu'on aperçoit bien depuis la route nationale. Et donc, avec aussi un cèdre qui était un peu signe de noblesse. Voilà. Et donc, les gens trouvaient, pour une ferme, c'était assez joli. D'ailleurs, quand mes arrière-grands-parents sont arrivés, donc dans les années 1900, la famille leur disait vous venez de quitter une petite ferme du Saunois à 20 km de là, avec une ou deux pièces pour vivre. Là, vous vivez dans un château. C'est ça. Et ma grand-mère répondait la cage ne nourrit pas forcément l'oiseau. Ah oui, c'est très joli. Alors, ce livre, il est vraiment très, très, très enrichi de divers documents. Comment vous avez procédé pour faire les recherches? Parce que ça ne se fait pas comme ça en un clin d'œil. Il y avait beaucoup de matière, effectivement. J'ai eu cette chance, d'une part parce que le chevalier de Tachère, qui était à l'initiative de ce château, a laissé des traces. Et d'ailleurs, dans mon livre, je me suis attaché à raconter l'histoire locale en rapport avec l'histoire nationale. Tout à fait. Donc, si vous voulez, comme j'ai eu beaucoup de matière et qu'en plus mon père avait pas mal de notes qui se sont rajoutées, j'ai trouvé intéressant pour moi de le raconter de manière chronologique. C'est pour ça qu'au départ, je n'avais prévu qu'un seul livre. Et j'en suis aujourd'hui à une trilogie. Donc, effectivement, vous parlez de ceux du Vivier, du deuxième. Il y aura un troisième, parce qu'il y a beaucoup de matière. Et cette histoire qui pourrait se retrouver dans d'autres régions de France, au Vivier, elle a été enrichie de par ses habitants qui ont vécu, qui étaient à la fois donc des nobles qui ont eu des responsabilités, voilà, et en même temps, ensuite, des fermiers qui ont aussi leur histoire, et puis les événements, puisque malheureusement, il y a eu des guerres, et les guerres ont eu un grand rôle aussi. La première en 1870, puisque la première guerre, on parle toujours de la première guerre mondiale, la Grande Guerre en 14-18, mais c'était la guerre de Prusse. Et oui, la guerre avec les Prussiens, et qui ont occupé Saint-Côme, qui ont occupé le Vivier. Et voilà. Et ensuite, il y a évidemment, alors en guerre 14-18, ça ne s'est pas fait sur le terrain, mais malheureusement, beaucoup de gens sont morts, et des membres de la famille du Buisson qui habitaient le Vivier. Et puis après, il y aura, je raconterai plus tard, mais il y aura une occupation aussi du Vivier par les Allemands à la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. Ce qui m'a beaucoup interpellée dans votre livre, c'est tout l'aspect solidaire et la vie sociale dans les familles et entre les cousins, les cousines et puis les voisins. Parce que, en fait, tout le monde a besoin de tout le monde, en fait. Pour les cultures, pour les récoltes, pour subvenir à ses besoins. S'il n'y a pas d'entraide, ça ne pouvait pas fonctionner. Surtout que les conditions climatiques étaient quand même assez rudes. Et la vie paysanne de l'époque aussi, il faut savoir que la plupart des agriculteurs n'étaient pas propriétaires. Ils étaient fermiers. Ils changeaient souvent de ferme. Voilà, ils sont restés assez longtemps. Ma famille est restée assez longtemps. Mais de toute façon, au niveau des revenus qu'ils pouvaient tirer de la ferme, c'était plafonné, c'était limité, quoi. Il y avait des bonnes années, des moins bonnes années. Mais voilà, ils avaient une vingtaine d'hectares, ils ne pouvaient pas avoir plus de 6-7 vaches. Ce n'était pas possible de faire autrement. Donc, à partir de là, ils valorisaient les produits laitiers, ils valorisaient les œufs, ils valorisaient voilà ce qu'ils pouvaient produire sur la ferme, un peu de céréales. Et donc, le côté économique étant limité, c'est le côté social qui faisait que les agriculteurs pouvaient vivre mieux en s'entraidant, donc tous les travaux des champs, et puis en utilisant les compétences des uns et des autres. Et en l'occurrence, là, mes aïeux étaient assez reconnus pour leurs compétences au niveau des chevaux, voilà, par exemple. Tout à fait. Et ce qui serait intéressant, c'est que vous nous lisiez un petit extrait, parce qu'il faut notifier également qu'il y a des extraits qui sont écrits en patois. Mais il y a un lexique à la fin pour comprendre. Vous pourriez nous lire un petit extrait, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, et vous me pardonnerez parce que, voilà, je suis né sartois, j'ai émigré dans le sud, alors il y aura un petit... C'est pas grave, on vous écoute. Un petit peu un mélange, mais voilà. La Angel
allez demander à venir sur la piste. Là, encore une dernière chose à faire devant que laisser sa petite dernière s'en aller quand elle est son bonhomme. Laquelle, s'il vous faut, la mère ou la fille? Vu qu'ils ont tous deux la même petite nom. Oh, la vieille, répondit Victorine. Parmi les invités rassemblés autour de la piste de danse, plusieurs avaient compris à quoi elle faisait allusion et souriaient déjà. Arrivée sur le parquet, Angèle Prunier fit celle qui ne comprenait pas et feignit de se mettre en colère. « De qu'est-ce que vous voulez encore à cette heure? J'ai déjà donné ma fille. Vous êtes accusé d'avoir laissé votre fille la dernière de vos caignots à marier. Vous savez bien que vous avez appuyé à cause que vous êtes point dans tout votre bon gré. Ah dame, je ne sais point dans les dents. À nuit, j'ai déjà payé. Point dans tout. Vous avez à payer en donnant la pouchette rousse. La pouchette rousse. L'annonce souleva des acclamations de joie. Victorine fit un signe aux garçons d'honneur qui apportèrent un gros sac de jute à Angèle. Vu que nous sommes bien d'arrangement, continua Victorine, v'là de quoi payer votre dette. De qu'est-ce donc c'est que ça? Demanda la veuve Prunier avec un petit sourire, les poings sur les hanches. Super, merci. Et je spécifie quand même qu'il y a un lexique à la fin du livre qui permet de comprendre certains mots. Mais on arrive à comprendre quand même. On arrive à comprendre quand même en lisant, je veux dire. Peut-être pas en écoutant, mais en lisant. Donc j'ai eu le plaisir aussi d'avoir le soutien aussi de nombreux amis, notamment, on parle du patois, mais de Serge Bertin, qui m'a traduit en bon sartois, en bonne expression. Voilà, mais c'est vrai que c'est assez aisé à lire. Et en quelques mots, parce que l'émission va bientôt terminer, quel est l'héritage familial que vous a légué votre famille, vos aïeux, Dubuisson? L'héritage, c'est ces valeurs de solidarité, les valeurs de transmission, les valeurs de sentir, de faire vivre ses racines, justement. Et oui, et les valeurs de partage, ça c'est clair. Et à travers ce livre, je remercie encore une fois Serge Bertin, je remercie Stéphane Tison, je remercie des amis comme Pierre Dallot, puis toute ma famille, ma cousine Josiane Dallier et Véronique. Donc voilà, tout ça s'est fait aussi grâce à eux. Merci beaucoup Thierry Dubuisson d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle le titre de votre livre, Ceux du Vivier, qui est paru aux éditions de l'Étrave. Et le premier, si vous voulez le lire, qui est très intéressant également, c'est Un gentilhomme du Verret, qui est paru également aux éditions de l'Étrave. Je remercie Mathieu pour la réalisation technique de l'émission. Merci encore. À bientôt. Au revoir, chers auditeurs. Merci à vous.